Tiers livre, un rendez-vous qui m'est extrêmement important parce que l'appareil est là, le micro est là, c'est la fin d'après-midi, il y a toujours un petit moment de petit creux. Alors, dans ces moments de petit creux, c'est le moment où tu vas te mettre dans un coin avec un livre. Ça a été beaucoup dans ma vie, mais depuis quelque temps, se dire, juste on appuie record, et on lit ensemble. Et ça me redonne une pêche. C'est plein d'autres questions. Alors là, je m'en vais une semaine en Suisse, à la HED, l'école d'art de Genève. Et c'est un régal. C'est pendant une semaine, du lundi matin au vendredi soir, travailler avec des jeunes étudiantes photographes. Donc, qu'est-ce qu'on emmène pour écrire ensemble? Qu'est-ce que la spécificité de leur approche photographique change, moi, mes habitudes d'atelier d'écriture? Donc là, c'est dans un peu plus de 2 jours, mais en gros, ça occupe déjà beaucoup de la tête. C'est pas vrai, on peut pas faire des petites cases verticales. Et puis, quand tu vas en Suisse, c'est les heures de train. Alors, les heures de train, j'aime bien avoir l'ordinateur, mais tu peux pas faire des trucs denses ou c'est pas ça. Donc, j'aime bien traduire, mais ça peut pas être traduire Flusser, ni même Lovecraft. Alors, par exemple, je me souviens qu'en allant à Soler, une fois à la fête du livre de Soler, j'avais traduit plein de Dunsany. Alors, plusieurs fois, ensuite, retournant d'autres opportunités en Suisse, je me disais, allez, tu reprends ton Dunsany. Et donc, à se demander quel livre j'allais rajouter. Mais pour moi, bon, c'est de la triche, parce qu'il n'y en aura pas qu'un seul. Il faudra bien récupérer un petit peu le soir. Là, je viens de recevoir Hippocampus Press, ça, c'est ceux qui éditent principalement toute la correspondance de H.P. Lovecraft, les dernières versions des récits et fictions en édition critique. Eh bien, ils viennent de rééditer une édition complète des nouvelles de Ambrose Bierce. Il y en a 172. Alors évidemment, c'est pas inconnu en France. Le premier à l'avoir traduit, à ma connaissance, je ne suis pas forcément plus pointu là-dedans, c'est Jacques Papy. Jacques Papy qui a été le premier traducteur de H.P. Lovecraft. Et quel traducteur! Simplement, il travaillait sur des versions tronquées de Lovecraft, tronquées par leur premier éditeur, August Derleth, pourtant qui vénérait Lovecraft. Et peut-être Lovecraft n'existerait pas pour nous s'il n'y avait pas eu la médiation du jeune August Derleth, s'improvisant son éditeur. Et en même temps, l'édition française qui elle-même tronquait, déformait les textes reçus de Derleth. Donc oui, on a à reprendre le travail de Jacques Papy. Ça n'empêche pas de lui rendre hommage. Alors ça se trouve toujours, là je vois sur l'ordi, c'est dans vous savez, cette collection que j'adore, qui s'appelle Les Cahiers Rouges de Grasset autrefois. On les trouve encore chez les bouquinistes. Alors, il y a Histoires impossibles, qui est un recueil d'une quinzaine. Il y a un autre recueil, Histoires macabres et flegmatiques de la guerre de sécession. Il y a Les Contes noirs de Ambrose Bierce, traduit par Jacques Papy. Donc, ouais, mais moi, c'est quoi traduire? C'est lire autrement, c'est arpenter, au mot à mot. J'avais déjà fait ça. Alors, j'ai pris un recueil du vivant de Bierce qui s'appelait Histoire de fantômes, puisque les histoires sont publiées pour la plupart dans la presse. C'est un des problèmes de Bierce. On le considère aux États-Unis comme « Ah non, il était autant journaliste, il n'écrivait pas de... » Ben oui, mais ces types-là, comment ils pouvaient publier, comment ils pouvaient attraper leur réel? Pour Bierce, là, c'est suite immédiate là, de la guerre nord contre sud, et tout ce qu'il y a de traces, de secousses intérieures, autant que de ruines, d'incendies, de morts et de blessés. Donc j'avais traduit ce petit recueil, Histoire de fantômes. J'avais ajouté aussi un autre ensemble de 5 nouvelles qui s'appelle Le Club des Parenticides.
Vous savez, Huile de chien, et puis d'autres. Le plus beau crime que j'ai commis, etc., etc. C'est majeur, Ambrose Bierce. Je peux le dire, c'est le livre qui se vend peut-être le moins dans ma petite collection, là, tiers livre éditeur. Est-ce que je dois en être vexé ? Bien, peut-être que justement, c'est ce qui est en train de se produire pour moi. C'est-à-dire, traduire, c'est le même boulot, que le livre existe sous forme là, imprimée, matérielle, pour qui le souhaite. Bon, je sais faire et je vais continuer, mais justement, la transaction du texte au lecteur, peut-être que maintenant, petit à petit, elle s'inaugure sur un autre territoire. Il m'est arrivé, facile à retrouver sur mon site, de lire à haute voix Huile de chien ou telle histoire. Vous savez, un ensemble aussi que je trouve merveilleux, c'est les disparitions, comment il appelle ça ? Disparitions non élucidées. Il déploie toute sa peine narrative à installer des gens qui sont dans une ferme, sous une véranda, et qui voient la route. De l'autre côté, il y a un champ où travaille un contremaître, et puis des esclaves, je ne sais pas, en tout cas, on n'est pas loin, des champs de coton. Et puis sur cette route, arrive le voisin avec sa charrette, un enfant, et le héros, enfin la personne dont on raconte l'histoire, passe de la maison au champ, traverse la route. À un moment donné, l'enfant se retourne, aperçoit l'homme traverser, et l'homme disparaît. Et ça, c'est Ambrose Bierce. Fouillez dans mon site mes vidéos. Alors, les titres des 3 tomes, 3 Tall Tales on Satirical Sketches, contes et histoires satiriques, fantasy politique et future stories. C'est pas de la science-fiction, c'est les anticipations du futur. On va lire aussi Ronnie Hennet tout bientôt ici. Tome 2, justement, c'est contes de la guerre civile, et puis contes du grotesque, là où il y a ces fantaisies comme le club des parenticides. Et dans le tome 1, contes de l'horreur psychologique et surnaturelle. Et j'ai découvert, beaucoup plus massif, on est contemporain aussi de Maupassant, qu'il avait donc ces histoires souvent publiées dans le San Francisco Examiner, puisque c'est là qu'il habitait et travaillait, à San Francisco. Il y a un recueil qui s'appelle Bodies of the Dead. Corps morts, moi, on trouvera peut-être mieux. En tout cas, c'est des histoires avec cadavres. Et dans ces histoires avec cadavres, A Watch Above the Dead, 1889. Première tentative de traduction. Allez, c'est 30 minutes, mais là ça fait 12 pages, je pense que j'ai pas besoin de mettre le chrono, on va tomber dessus. Je l'ai appelé Seul avec le mort. C'est en 4 petits chapitres. 1. Dans une pièce à l'étage d'un immeuble vide, dans le quartier de San Francisco appelé North Beach, le corps d'un homme reposait sous une couverture. Il était près de 9 heures du soir. Une simple bougie éclairait faiblement la pièce, même si le temps était chaud, contrairement à la coutume qui veut qu'on laisse beaucoup d'air aux morts. Les 2 fenêtres étaient fermées et les stores tirés. Le mobilier de la pièce se réduisait à 3 choses. Un fauteuil, une table de chevet où était posée la bougie, et une longue table de cuisine, celle où était allongé le corps de l'homme. Tout cela, et même le corps, semblant avoir été tout récemment apporté ici, et un observateur, s'il s'en était trouvé un, n'aurait pas manqué de remarquer qu'il n'y avait sur eux aucune poussière, alors que tout le reste de la pièce en était lourdement sali, avec des toiles d'araignée dans les coins. On reconnaissait le contour du corps sous le drap, et même ses particularités, à quelque chose de plus tranché que nature, qui semblait caractériser la mort, mais disait surtout que ceux qui les affichaient avaient été dévastés par la mort. Du silence de la pièce, on aurait déduit avec raison qu'il ne s'agissait pas d'une chambre sur rue,
Elle ne donnait sur rien de particulier, sinon un haut éperon rocheux, l'arrière d'un bâtiment construit sur une colline. Quand la cloche d'une église voisine sonna les 9 heures, avec une indolence qui semblait indiquer une telle indolence à l'égard du cours du temps qu'on pouvait se demander pourquoi elle se donnait tout simplement la peine de sonner, l'unique porte de la pièce s'ouvrit, un homme entra, s'avança jusqu'au corps. Et comme il entrait, la porte se referma, on aurait dit mue de sa propre volonté. On entendit le grattement d'une clé tournée avec difficulté et le claquement du verrou comme il retombait dans la clenche. S'ensuivit le bruit de pas qui s'éloignaient dans le couloir du dehors, l'homme, selon toute apparence, demeurant prisonnier. Avançant jusqu'à la table, il se tint à un moment à regarder le corps qu'il surplombait, puis, avec un léger haussement d'épaules, il alla à une des fenêtres et souleva le store. L'obscurité dehors était parfaite, les volets étaient couverts de poussière, mais en la balayant du coude, il put découvrir que la fenêtre était renforcée de gros barreaux de fer à quelques centimètres de la vitre, et solidement ancrés dans la maçonnerie de chaque côté. Il examina l'autre fenêtre, c'était la même chose. Il n'en sembla même pas étonné et ne fit rien d'autre que relâcher sa ceinture. S'il était prisonnier, il était pour le moins docile. Ayant fini son examen de la pièce, il s'assit dans le fauteuil, sortit un livre de sa poche, rapprocha la table de chevet et la bougie, puis commença de lire. C'était un homme jeune, pas plus de 30 ans, de teint brun, rasé de près, aux cheveux noirs. Un visage fin, au nez aquilin, le front haut et une fermeté du menton et de la mâchoire qu'on dit réservée aux hommes de résolution. Ses yeux étaient gris, son regard appuyé. Ils étaient principalement fixés sur son livre maintenant, mais il les détournait régulièrement pour un coup d'œil au corps sur la table. Et cela non, apparemment, par quelque fascination lugubre qu'on pourrait supposer s'exercer en pareille circonstance, même sur une personne courageuse, ni par rébellion consciente contre l'influence contraire qui pourrait s'exercer sur quelqu'un de timide. Il le regardait comme si, du fond de sa lecture, quelque chose l'avait rappelé au sens de ce qui l'environnait. Clairement, ce gardien de la mort libérait sa confiance. Clairement, ce gardien de la mort libérait sa confiance quant à ce qui lui arrivait, avec intelligence et sang-froid. Après avoir lu pendant environ une demi-heure, il sembla être arrivé à la fin d'un chapitre et reposa calmement son livre. Il se leva ensuite, tira la table de chevet sur le plancher à un angle près d'une des fenêtres, prit la chandelle et revint à la cheminée vide devant laquelle auparavant il était assis. Un instant plus tard, il marcha vers le corps, sur la table, souleva le drap et le retira de la tête, révélant une masse de cheveux sombres et un fin visage dont les traits apparurent avec une découpe plus aiguë qu'avant. Se protégeant les yeux en interposant sa main libre entre eux et la chandelle, il se mit à regarder son compagnon impassible d'un regard sérieux et tranquille. Satisfait de son inspection, il replaça le drap sur le visage et revint à la chaise, prit quelques allumettes sur le rebord du chandelier et les mit dans sa poche de côté, puis s'assit. Il retira ensuite la bougie du chandelier, la regarda avec suspicion, comme de calculer combien de temps elle durerait. Elle faisait à peine 5 centimètres de long. Dans moins d'une heure, il serait dans l'obscurité. Il la replaça dans le chandelier et la souffla. Fini de l'exposition. 2. Dans un cabinet de médecin, de Kearney Street, 3 hommes étaient assis à une table, buvant du punch et fumant. Il était tard le soir, presque minuit, et bien sûr, il n'en avait pas manqué de punch. L'hôte était le plus grave des 3, le docteur Helberson. Ils étaient assis chez lui. Il était âgé de 30 ans environ, les autres étaient plus jeunes, tous étaient médecins. «
La crainte superstitieuse avec laquelle le vivant contemple le mort, disait le docteur Halberson, est héréditaire et incurable. On ne doit pas plus en avoir honte que des autres qualités dont nous héritons, comme par exemple une incapacité aux mathématiques ou une tendance à mentir. Cela fit rire les autres. La tendance à mentir, un homme ne devrait pas en avoir honte, demanda le plus jeune des trois, encore étudiant à la faculté de médecine et qui n'avait pas encore son diplôme. Mon cher Harper, je n'ai rien dit de tel. La propension à mentir est une chose, mentir en est une autre. Mais pensez-vous, demanda le troisième, que ce sentiment superstitieux, cette peur de la mort, aussi irraisonnée qu'elle puisse être, est universelle ? Moi-même, je n'en suis pas conscient. Mais c'est tout votre système qui est comme ça, reprit Halberson. Il n'y faut que les bonnes conditions, ce que Shakespeare appelle la saison complice, pour surgir d'une façon assez désagréable et vous ouvrir les yeux. Les médecins et les soldats, ils sont peut-être moins perméables que les autres. Les médecins et les soldats, pourquoi ne pas y ajouter les croque-morts, les bourreaux? Nous voilà tous dans la classe des assassins. Mais non, mon cher Mancher, les jurés ne laisseraient pas les exécuteurs publics acquérir une familiarité suffisante avec la mort pour ne pas en être émus. Le jeune Harper, qui s'était redonné de l'élan en allumant un nouveau cigare sur la terrasse, reprit son siège. Qu'appelez-vous les conditions dans lesquelles tout homme ou toute femme deviendrait conscient jusqu'à l'insupportable de notre faiblesse commune en ces circonstances, demanda-t-il de façon plutôt verbeuse. Bien, je dirais que si un homme était enfermé toute une nuit, avec un corps, seul, dans une pièce obscure, dans une maison déserte, et sans couverture pour se mettre sur la tête, et y parviendrait sans devenir fou, pourrait en bonne justice se dire non pas né d'une femme, ni comme Macduff de la lignée des Césars. Je crois que vous n'en finiriez pas d'énoncer ces conditions, dit Harper, mais je connais un garçon qui n'est ni médecin ni soldat et qui les accepterait toutes, pour tout l'intérêt que vous venez de dire. Qui est-il ? Son nom, c'est Jarrett. Il est étranger ici. Il vient de New York, comme moi. Je n'ai pas d'argent pour l'y inciter, mais il est largement muni par lui-même. Et comment vous savez tout ça ? Il préfère parier que manger, comme pour la peur. Je crois pouvoir dire qu'il pense qu'elle est une sorte de désordre cutané, sinon une sorte particulière d'hérésie religieuse. Et il ressemble à quoi, votre Jarrett ? D'évidence, Halberson devenait plus qu'intéressé. À Mancher, ici présent, il pourrait être son frère jumeau. Je relève le défi, dit Halberson, avec rapidité. Merci beaucoup du compliment, je vous assure, grogna Mancher, qui s'endormait. Puis-je participer ? Pas contre moi, dit Halberson. Je ne veux pas de votre argent. Très bien, dit Mancher. Moi, je ferai le cadavre. Et cette toute petite mise en place, où on dit qu'ils se ressemblent physiquement, l'un l'autre. Celui auquel on va donner le défi de rester une nuit près du mort, et celui qui va jouer le mort. Et cela les fit bien rire. Les conséquences de cette conversation idiote, on les a vues. Fin de la deuxième partie, et donc, où on vous dit ce qu'était le contexte de la première partie. 3. En éteignant ce qui lui restait maigrement de chandelle, le but de Jarrett était d'en préserver la faim pour quelque éventuel besoin. Il avait dû aussi avoir la pensée ou la semi-pensée que l'obscurité ne serait pas pire tout de suite que plus tard, et que si la situation devenait insupportable, cela serait mieux d'avoir les moyens d'agir, voire de s'enfuir. De toute façon, il était sage d'avoir de la lumière en réserve, même si elle ne lui servirait qu'à regarder ce qu'il veillait. À peine eut-il soufflé la chandelle et qu'il l'eut posée sur le plancher à ses pieds, qu'il s'installa confortablement dans le fauteuil, s'allongea comme il put et ferma les yeux, espérant ou s'attendant à dormir. En cela, il fut trompé.
Il ne s'était jamais senti moins endormi de sa vie, et en quelques minutes, il renonça à y réussir. Mais que pourrait-il faire? Il ne pouvait se mouvoir dans la nuit absolue, au risque de se cogner, au risque aussi de tomber sur la table, de déranger brutalement le mort. Tous, nous leur reconnaissons le droit de reposer en paix et protégés de tout ce qui serait rude ou violent. Jahareth réussit à peu près à se faire croire que des considérations de cette sorte le conduisaient à éviter tout risque de collision et à se tenir dans sa chaise. Tandis qu'il pensait à toutes ces choses, il s'imagina entendre un faible bruit en provenance de la table. Quelle sorte de son cela pouvait difficilement s'expliquer. Il ne retourna pas la tête. Pourquoi l'aurait-il fait? Dans le noir. Mais il écoutait. Pourquoi ne le ferait-il pas? Et tout en écoutant, il ressentit un léger vertige et s'accrocha au bras du fauteuil. Il se produisit un étrange sifflement dans ses oreilles. Sa tête lui semblait exploser. Ses vêtements lui semblaient comprimer encore plus sa poitrine. Il s'étonna de pourquoi il en était ainsi, et si c'était cela, les symptômes de la peur. Alors, dans une forte et longue expiration, sa poitrine lui sembla s'effondrer, et dans un grand sanglot qui emplit de nouveau ses poumons à bout de souffle, il comprit qu'il avait écouté si intensément qu'il en avait retenu sa respiration jusqu'à la suffocation. Cette révélation le vexa. Il se leva, repoussa la chaise de son pied, vint jusqu'au centre de la pièce, mais on ne fait pas un grand voyage dans une telle obscurité. Il commença à tâtonner et, trouvant le mur, le suivit jusqu'à un angle, continua au long des 2 fenêtres, puis dans l'autre angle, buta violemment contre la table de chevet et la contourna. Cela fit un fracas qui l'effraya. Il en fut déçu. Comment diable j'avais pu oublier qu'elle était là, bredouilla-t-il, et il reprit son chemin à tâtons le long du 3e mur jusqu'à la cheminée. Je dois me faire une raison sur tout cela, dit-il, sondant le sol pour retrouver la bougie. L'ayant reprise, il l'alluma et instantanément tourna ses yeux vers la table où, naturellement, rien ne s'était déplacé ni n'avait changé. La table de chevet s'était renversée sur le plancher. Il avait oublié de la remettre sur pied. Il regarda tout autour de lui, dans la pièce, dispersant l'épaisseur de l'ombre en élevant la bougie de sa main, et il revint à la porte pour tester le verrou, en poussant, en tournant de toute sa force. Qu'il n'y parvienne pas sembla lui donner certaine satisfaction, et ce faisant, il ne fit que le renforcer en le poussant plus fermement qu'il ne l'était. Revenant à la chaise, il regarda sa montre. Il était 9h30 du soir. Avec un geste de surprise, il mit la montre contre son oreille, mais non, elle ne s'était pas arrêtée. La bougie était maintenant visiblement plus courte. Il l'éteignit de nouveau, la plaçant sur le plancher près de lui, comme auparavant. M. Jahareth n'était plus à son aise. Il était nettement insatisfait de son environnement et s'en voulait d'être ainsi. « Qu'est-ce que j'ai à craindre ?» pensa-t-il. Mais le courage ne vient pas en disant « je serai courageux », même en se convainquant qu'il le faudrait. Plus Jahareth se condamnait lui-même, plus il donnait de raison à ce qui le condamnait, plus il ébauchait de variations sur le simple thème de ce qu'il y avait d'inoffensif dans la mort, plus le désaccord avec ses émotions devenait insupportable. « Et quoi ?» s'écria-t-il, tout fort, dans l'angoisse de son crâne. « Quoi ? Moi qui n'ai pas une once de superstition dans ma nature, moi qui n'ai aucune croyance en l'immortalité, moi qui sais et ne l'ai jamais su plus clairement que maintenant que la vie après la mort est un rêve ou un désir, est-ce que je vais perdre comme ça mon pari, mon honneur et tout respect de moi-même, peut-être ma raison, parce que certains de nos sauvages ancêtres ont conçu la monstrueuse notion que les morts marchent la nuit, et que, distinctement, immanquablement, M. Jahareth avait entendu derrière lui, souple et léger, mais délibéré, régulier, et s'approchant de plus en plus près,
Un bruit de pas. Oui, comme il a arrêté l'histoire. Plom. Ça, c'est Ambrose Bierce, quand il parle de fantômes. 4. Peu avant l'aube, le lendemain matin, le docteur Halberson et son jeune ami Harper remontaient lentement les rues de North Beach dans le coupé du docteur. « Sentez-vous encore la confiance de la jeunesse dans le courage ou la solidité de votre ami ?» demanda le vieux docteur. « Croyez-vous que j'ai perdu ma mise ?»« Je sais qu'il en est ainsi, » répondit l'autre avec un soupçon d'emphase. « Bon, sur mon âme, je l'espère. » C'était dit avec sérieux, presque solennité. Un silence suivit pour quelques instants. Harper reprit le docteur, qui apparut de plus en plus sérieux à chaque fois qu'une demi-lumière entrait dans la voiture, quand il passait des réverbères, ce jeu de lumière qui repose toute la ville d'ailleurs. J'avais fait à San Francisco, dans ce même quartier, là, downtown, il y a une rue Ambrose Bierce. Mais la rue Ambrose Bierce, elle dit bien, parce que là-bas, on pense de ce gigantesque auteur. Je vais vous mettre les liens là, dessous, la vidéo sur la rue Ambrose Bierce. Mais oui, cette intermittence de lumière, ça c'est quelque chose que H.P. Lovecraft utilisera en particulier dans La chose sur le seuil, avec le changement d'identité du personnage à mesure que quand la voiture roule dans le noir, une Packard, il n'y a rien. Mais quand on traverse des petites villes endormies, à ce moment-là, la lumière des phares renvoie vaguement la perception possible de celui qui conduit. Ça aussi, c'est dans mes lectures. Je vous le dis, on glisse vers un univers lu. Et c'est encore difficile. Quels outils Je mets les versions podcast dans mon Patreon et tout ça, mais comment on peut circuler dans tout ça? Ça va être ça, là, le défi, là, dans les mois à venir. Je reprends, Harper, reprit le docteur, qui apparut de plus en plus sérieux à chaque fois qu'une demi-lumière entrait dans la voiture, quand il passait les réverbères. Je ne me sens vraiment pas à l'aise qu'on ait entrepris cette histoire. Si votre ami ne m'avait pas énervé de la manière prétentieuse par laquelle il avait riposté à mon doute sur son endurance, une qualité purement physique, et par cette semi-incivilité par laquelle il avait considéré la profession des médecins, je ne me serais pas engagé de cette façon. S'il est arrivé quoi que ce soit, nous en sommes coupables. Et j'ai bien peur qu'il en soit ainsi. Mais qu'est-ce qu'aurait pu arriver, même si tout cela a pris un tour sérieux? Ce qui ne m'effraierait pas plus, Mancher n'a qu'à ressusciter lui-même et expliquer quoi et comment. Avec un patient issu de la salle de dissection ou avec un de vos derniers malades, ça aurait pu être différent. Le docteur Mancher avait été assez bon pour accomplir sa promesse. Le corps, c'était lui. Le docteur Halberson resta silencieux pendant un long moment, pendant que la voiture, à vitesse d'escargot, remontait la rue qu'ils avaient déjà parcourue 2 ou 3 fois. Bon, espérons que Mancher, s'il est revenu de la mort, aura su le faire discrètement, une faute qui pourrait rendre les choses pires plutôt que meilleures. Oui, dit Harper, Jarrett serait de taille à l'avoir tué. Mais docteur, et il regarda sa montre lorsque la voiture passa sous un réverbère. Ça y est, il est 4 heures maintenant. Un instant plus tard, ils descendaient tous les deux du coupé, marchaient avec vivacité vers cette maison abandonnée depuis longtemps, qui appartenait au docteur et dans laquelle ils avaient emmuré Jarrett, selon les termes de leur pari insensé. Alors qu'ils approchaient, ils croisèrent un homme qui courait. « Vous pouvez me dire, cria-t-il soudain en ralentissant à peine, où je peux trouver un médecin ? Mais pourquoi ? Rétorqua Henderson, impassible. Allez voir vous-même, reprit l'homme qui repartit en courant. Ils se hâtèrent. D'autant plus, arrivés à la maison, ils virent plusieurs personnes y entrer dans une agitation perceptible. Dans un des appartements de l'autre côté de la rue, les fenêtres étaient ouvertes et une profusion de têtes dépassait. Et tout ce monde se posait des questions, aucun n'ayant de réponse pour quiconque. Quelques-unes des fenêtres aux volets clos étaient éclairées. Leurs occupants se préparaient à descendre. En face, exactement de l'entrée de la maison où ils se rendaient, un réverbère éclairait d'une lumière mièvre et jaune le décor, comme pour dire qu'il y avait bien plus à voir si on le voulait.
tout ce paragraphe, qu'est-ce que ça ajoute? Non, on déploie ce qui regarde ce qu'il ne faut pas voir. On n'a rien vu de ce qu'il ne faut pas voir. Harper s'arrêta à la porte, posa la main sur le bras de son compagnon. « Ce n'est pas à nous d'entrer, docteur, dit-il, dans une agitation extrême qui contrastait étrangement avec sa manière libre et facile de parler. Et si le jeu s'est retourné contre nous? N'y allons pas, restons en bas. »« Je suis médecin, dit Helberson avec calme. Il se peut qu'on ait besoin d'un médecin. » Ils franchirent le seuil, se préparèrent à entrer. La porte était ouverte. Le réverbère d'en face éclairait le couloir sur lequel elle donnait. Et c'était rempli de monde. Quelques-uns des hommes étaient sur les premières marches de l'escalier, hésitant à s'engager plus, s'en remettant au destin. Tous parlaient, personne n'écoutait. Soudain, à l'étage supérieur, se produisit un grand bruit. Un homme s'en prenait à la porte et tentait d'échapper à ceux qui le retenaient. Se précipitant en bas, au travers de la masse des spectateurs effrayés, il les repoussa de côté, les écrasant contre le mur d'un côté, les forçant à passer la rampe de l'autre, les attrapant par la gorge, les frappant sauvagement, puis descendant jusqu'au rez-de-chaussée, au milieu de leur corps. Ses vêtements étaient en désordre, il n'avait pas de chapeau, ses yeux, hagards, sans repos, portaient quelque chose de plus terrifiant que son apparente force surhumaine. Son visage rasé de près semblait vidé de son sang et ses cheveux blanchis comme de la glace. Comme la foule du rez-de-chaussée, moins contrainte par la place, s'écartait pour le laisser passer, Harper se jeta en avant. « J'arrête, j'arrête !» s'écria-t-il. Le docteur Helberson attrapa Harper par le col, le tira en arrière. L'homme les dévisagea sans sembler les voir et sauta dans la rue, descendant les marches d'une traite pour s'enfuir. San Francisco, c'est plein de pentes, de ruelles, au moins à l'époque. On est avant, 10 ans pile avant le tremblement de terre, 1907. Un volumineux policeman qui s'était avec peine frayé son chemin vers le bas de l'escalier le suivit un instant plus tard, tentant de le poursuivre, et toutes les têtes aux fenêtres, celles de femmes et d'enfants, maintenant criaient à l'unisson. L'escalier était maintenant partiellement dégagé. La plus grande partie de la foule s'était précipitée dans la rue pour suivre la poursuite. Le docteur Helberson monta vers l'appartement, suivi par Harper. Sur le palier de l'étage, un agent leur bloqua le passage. « Nous sommes médecins, dit le docteur, et ils passèrent. » La pièce était remplie de gens qu'on distinguait à peine, regroupés autour d'une table. Les nouveaux arrivants se frayèrent chemin parmi eux et regardèrent par-dessus les épaules de ceux du premier rang. Sur la table, les membres inférieurs, couverts d'un drap, reposait le corps d'un homme, violemment éclairé par le hublot d'une lampe tempête tenue par un policeman qui se tenait à ses pieds. Les autres, hors ceux qui entouraient la tête et le commissaire lui-même, étaient tous dans le noir. Le visage en haut du corps paraissait jaune, révulsif, horrible. Les yeux étaient partiellement ouverts et révulsés, la mâchoire relâchée, des restes d'écume parsemaient les lèvres, le menton, les joues. Un individu de haute taille, à l'évidence un médecin aussi, était penché sur le corps, ses mains enfoncées sous la chemise. Il les retira, enfonça 2 doigts dans la bouche ouverte. « Cet homme est mort depuis au moins 6 heures, déclara-t-il. C'est une affaire pour la justice. » Il sortit une carte de sa poche, la tendit au commissaire et se dirigea vers la porte. « Dégagez-moi cette chambre, dehors, tout le monde dehors !» cria le commissaire, et tout le monde disparut comme s'ils avaient été renversés d'un geste à mesure que le faisceau de la lampe tempête les balayait tous à la suite les uns des autres. L'effet était incroyable. Les gens aveuglés, indécis et surtout terrifiés se précipitèrent en désordre vers la porte, se bousculant les uns les autres, passant l'un devant ou par-dessus l'autre dans leur fuite, comme les astres de la nuit quand paraissent les rayons d'Apollon. Là, c'est un petit coup de second degré, là. Hein. Et sur cette masse en reflux, l'agent braquait sa lampe sans pitié, sans arrêt. Pris dans le flux, Helberson et Harper furent jetés hors de la pièce et durent, eux aussi, dévaler les escaliers jusqu'à la rue. « Nom de Dieu, docteur, est-ce que je ne vous l'avais pas dit que Jarrett le tuerait » dit Harper dès qu'ils se retrouvèrent hors de la foule.
Je sais que vous l'avez dit, répondit Halberson sans émotion apparente. Ils marchèrent en silence, rue après rue. Là-bas, à l'est, maintenant gris, on devinait la silhouette des collines. La voiture du laitier, si familière, avait commencé sa tournée. Le boulanger ferait bientôt partie du décor. La voiture avec les journaux devait déjà être par les rues. « Ce qui me frappe, mon jeune ami, dit le docteur, c'est que vous et lui semblez avoir un peu trop pris l'air du matin dernièrement. C'est malsain, non ? Je crois qu'on aurait besoin d'un petit changement. Que diriez-vous d'un petit tour en Europe ? Quand ? Je sais pas, vraiment, je suppose que 4 heures cet après-midi conviendrait parfaitement. On se retrouve à l'embarcadère, dit Harper, pour passer à l'épilogue. Juste une petite rupture temporelle. 7 ans après cela, et rupture géographique maintenant, 7 ans après cela, les deux hommes étaient assis sur un banc à Madison Square, New York, et continuaient leur conversation familière. Un autre homme qui les observait depuis un moment, sans se faire remarquer, les approcha, puis, enlevant courtoisement son chapeau sur un crâne aux cheveux blanchis comme la glace, leur demanda « Je vous demande pardon, messieurs, mais quand vous avez tué un homme en revenant à la vie, c'est mieux de changer d'habit avec lui et à la première opportunité de reprendre sa liberté. » Halberson et Harper échangèrent un regard significatif. D'évidence, cela les amusait. Le premier regarda amicalement l'étranger dans les yeux et répondit « Cela a toujours été mon plan. J'acquiesce entièrement à votre point de vue et ses conséquences. » Mais il s'arrêta. Soudain se leva, blêmi. Il regardait l'homme, la bouche ouverte. Visiblement, il tremblait. « Ah, dit l'étranger, je crois que vous souffrez d'un malaise, docteur. Si vous ne pouvez pas le soigner vous-même, le docteur Harper pourra vous y aider, j'en suis sûr. »« Mais qui êtes-vous, de par le diable ?» demanda Harper avec brusquerie. L'étranger se rapprocha, se penchant sur eux, dit dans un chuchotement « On m'a appelé parfois Jarrett, mais au nom de notre vieille amitié, je n'ai nulle crainte à m'avouer comme étant le docteur William Mancher. » La révélation remit Harper sur ses pieds. « Mancher !» s'écria-t-il. Et Halberson d'ajouter « C'était donc vrai, mon Dieu !»« Oh my gosh !»« Oui, dit l'étranger, souriant vaguement, c'est vrai. Pour le moins vrai, sans aucun doute. » Il hésita, semblant se souvenir de quelque chose, puis commença à chanter un air populaire. Apparemment, il avait oublié leur présence. « Regardez-moi, Mancher, dit Halberson, et dites-nous juste ce qui s'est passé cette nuit-là pour Jarrett, vous savez ?»« Oui, bien sûr, pour Jarrett, dit l'autre. C'est bizarre que j'ai négligé de vous le raconter. Je l'ai raconté si souvent. Vous voyez, j'ai vite compris, à l'entendre se parler à lui-même, qu'il était au bout de la peur. Alors je n'ai pas résisté à la tentation de jouer au revenant, me moquer un peu de lui. Et c'est ce à quoi je n'ai pu réussir. Tout se passait bien, sauf que, certainement, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pris ça avec un tel sérieux. Vraiment, je ne le pensais pas. Et après coup, parce que ça a été un rude boulot de changer de place avec lui. Et en plus, fichu vous, pour un peu, vous m'empêchiez de partir. Rien ne pouvait exprimer la férocité avec laquelle il avait dit ces derniers mots. Les deux hommes reculèrent, effrayés. « Nous ? Pourquoi nous ?» bégaya Halberson, perdant tout contrôle de lui-même. « On n'avait rien à voir avec... » « N'avais-je pas dit que vous étiez le fils de l'enfer et Harper, plutôt Sharper le futé ?» demanda l'homme en riant. « Mon nom c'est Halberson, oui, et ce monsieur c'est bien monsieur Harper, reprit le premier, rassuré par le rire. Mais nous ne sommes plus médecins maintenant, c'est comme ça l'ami. Nous vivons du jeu, et c'était la vérité.
Une excellente profession, excellente bien sûr. Et j'espère que Harper le futé a été payé sur l'argent de Jarrett comme un honnête parieur qu'il était. Une très belle et honorable profession, répéta-t-il, s'éloignant par précaution. Moi je m'en tiens à l'ancien. Je suis le médecin principal de l'asile de Bloomingdale. C'est moi qui soigne le superintendant. Brave Manchar, devenu médecin des fous. Bon. Après ça, et si j'enlève la vingtaine qu'il y a là-dedans, 14 fantômes, 5 parricides, oh bah c'est bon. Il m'en reste juste 140. De quoi faire quelques allers-retours en train. Merci pour Ambrose Bierce.